Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Hétérogène. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous parlerons de la réunification familiale, qui est la possibilité pour les travailleurs temporaires étrangers de faire venir leur famille immédiate au Canada pour les accompagner pendant la période que cette personne a un contrat de travail au Québec. Cette modalité est l'une des stratégies du gouvernement du Canada pour répondre efficacement à la pénurie de travailleurs, en identifiant que l'une des raisons pour lesquelles les étrangers n'osent pas de venir travailler au Canada était de quitter leur famille dans les pays d'origine. Environ 30% des immigrants récemment arrivés au Canada ont été admis sur la base de la réunification familiale selon les chiffres du gouvernement. C'est pourquoi, dans la mission d'aujourd'hui, nous avons voulu clarifier et donner des détails sur ce processus qui comporte plusieurs conditions à prendre en compte. Ensuite, je serai en conversation avec Jessica Leclerc. Elle est consultante réglementée en immigration canadienne et présidente de Pastel Immigration, une organisation qui dirige le processus d'immigration dans la région. Bienvenue. Bonjour, aujourd'hui, on est avec Jessica Leclerc. Elle est consultante réglementée en immigration et on va parler d'un sujet très important, la réunification familiale. Jessica, bonjour. Bonjour, Sylvana. Merci d'avoir accepté cette invitation à parler avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Jessica, pour commencer, qu'est-ce que signifie la réunification familiale? Bien, c'est un terme un peu large, en fait, qui peut se comprendre de différentes manières. Donc, c'est le fait de se réunir en famille. Lorsqu'on est, par exemple, un travailleur temporaire au Québec, on peut faire, parfois, on va en parler un peu plus tard, des demandes pour permettre à notre épouse, époux, conjointe, conjoint et nos enfants de venir avec nous au Québec pour la durée de notre permis de travail. Donc ça serait de la réunification familiale temporaire. On peut aussi penser au parrainage. Donc là, c'est différent. Ça serait un résident permanent ou un citoyen canadien qui pourrait parrainer certains membres de sa famille pour venir le rejoindre. Il faut faire attention, par contre, à la définition de membre de la famille. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Les oncles, les tantes, les cousins, cousines ne sont pas touchés par ça. Donc, vraiment, la définition de membre de la famille au sens de la loi sur l'immigration et de son règlement, c'est l'époux, l'épouse, le conjoint ou la conjointe de fait, nos enfants à charge et les enfants à charge de cet époux, épouse, conjoint ou conjoint. Donc, ça se limite à ça. Dans les cas de parrainage, la définition va s'étendre un petit peu plus, qu'on va venir toucher aux parents, aux grands-parents, mais voilà, ça reste assez limité. Jessica, qu'est-ce que tu fais spécifiquement au poste de l'immigration? Quel est ton champ d'expertise? Oui, effectivement, parce que l'immigration canadienne, c'est extrêmement vaste. Donc, moi, j'ai développé une expertise avec les personnes qui sont au Québec. Je connais très bien tous les programmes d'immigration temporaire et permanente du Québec. Je travaille beaucoup avec les entreprises qui font du recrutement international. Donc, forcément, je représente les travailleurs étrangers temporaires qui font aussi souvent appel à moi pour justement les questions de réunification familiale. Tout ça mène souvent vers des demandes de résidence permanente puis des demandes de citoyenneté canadienne. Donc, ça, c'est vraiment mes principaux champs d'expertise. Et puis, je m'intéresse aussi beaucoup aux questions liées à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle, qui sont des motifs pour lesquels une personne pourrait demander la protection du Canada si elle est persécutée dans son pays pour des raisons telles que celle-là. D'accord, oui. Ça serait important de savoir pour quel type de visa ou de statut applique la réunification familiale. Il faut savoir qu'on peut toujours demander, par exemple, un visa de résident temporaire pour les membres de sa famille. C'est eux qui vont présenter leur demande. Mais si on pense à... aujourd'hui, on va parler vraiment plus, en fait, de la réunification familiale temporaire. Donc, si un travailleur étranger temporaire ou un étudiant international veut présenter une demande pour les membres de sa famille, s'il y est autorisé, ce qui va être délivré, ce sera un permis de travail ouvert pour le conjoint, la conjointe, l'époux, l'épouse, et pour les enfants à charge, en fonction de leur âge, ça pourrait être un visa de résident temporaire pour les enfants d'âge préscolaire ou un permis d'études pour les enfants d'âge scolaire. Après combien de temps que le travailleur est ici au Québec peut demander la réunification familiale? Mais il n'y a pas de délai, ce n'est pas une question de temps, c'est plutôt une question de est-ce qu'il est admissible à le demander. Donc, en fonction de sa catégorie de profession, s'il est un travailleur, ça va permettre ou non de demander un permis de travail ouvert pour l'époux, l'épouse, conjoint, conjoint. Donc, pour alléger un peu mon discours, je vais parler de partenaire. Donc, quand je veux dire son sa partenaire, ça va être l'époux, l'épouse, le conjoint ou la conjointe. Donc, actuellement, et ça, c'est actuellement parce que ça évolue très rapidement, un travailleur qualifié
peut demander un permis de travail ouvert pour son ou sa partenaire. Un travailleur qualifié, c'est quoi? C'est un travailleur qui exerce une profession d'un certain niveau. Donc, les professions au Canada sont classifiées à l'intérieur d'une grande classification nationale des professions et on leur attribue un code qui est fonction de, en fait, différents éléments. De la scolarité qui est nécessaire pour exercer la profession, de l'expérience qui est requise, des responsabilités qui sont rattachées à cette profession-là. Donc, tout ça est évalué. Et puis, depuis novembre 2022, la classification nationale des professions est nivelée, en fait, en 6 grands niveaux. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Un travailleur qualifié aura une profession de niveau 0, 1, 2 ou 3. S'il a eu son permis de travail avant novembre 2022, on va parler de 0 A, B. Donc, avant, c'était 0 A, B, C, D. En fait, c'est le même principe. Donc, s'il est un travailleur qualifié, on pourra demander un permis de travail ouvert pour son ou sa partenaire. Et évidemment, on présente en même temps les demandes pour les enfants à charge. Mais dans les cas des travailleurs temporaires qui viennent avec un contrat fermé, est-ce qu'il y a un temps comme pendant la personne s'habitue pour pouvoir demander la famille? Non, en fait, même que les demandes pourraient être présentées toutes en même temps. Donc, un travailleur qualifié qui vient pour un contrat de 2 ans pourrait, au même moment où on présente sa demande de permis de travail fermé, présenter en même temps les demandes de permis de travail ouverts pour la famille et les permis d'études pour les enfants. Là où il y a un délai à respecter, c'est plutôt suivant, quand on approche de l'expiration de son permis de travail, il faut s'assurer que l'ensemble des demandes soient présentées avant les 6 mois qui précèdent l'expiration. Parce qu'en fait, les permis qui vont être délivrés pour la famille vont porter la même expiration que le permis du requérant principal. Les permis sont rattachés ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre la fin de la validité du permis de travail pour présenter celle de sa famille. D'accord. Mais tu parles des travailleurs qualifiés. Oui, ici, je parlais des travailleurs qualifiés. Maintenant, c'est en train de changer, là. Mais il y a aussi une possibilité actuellement pour les travailleurs non qualifiés mais qui ont obtenu leur permis de travail sous un volet qu'on appelle des hauts salaires. Donc, un haut salaire, actuellement, depuis mai 2023, c'est un travailleur qui gagne au-delà de 26 $ de l'heure. Donc, si son permis de travail a été obtenu à la suite d'une demande d'étude d'impact sur le marché du travail qui s'inscrit sur le volet des hauts salaires, même chose, on peut demander le permis de travail ouvert pour le ou la partenaire. Et maintenant, pour les enfants à charge en âge de travailler. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça ouvre la possibilité pour les enfants à charge un peu plus âgés de venir travailler au Québec plutôt que de suivre, par exemple, des études postsecondaires qu'on sait ne sont pas accessibles pour tout le monde en raison de leurs coûts très, très élevés. Mais dans le cas d'un travailleur agricole, un travailleur temporaire qui vient pour travailler dans les fermes, est-ce que c'est possible qu'un travailleur de ce domaine demande sa famille? Ça dépend ce qu'il fait dans la ferme. Donc, si c'est un travailleur agricole, par exemple, un ouvrier, pour le moment, c'est pas possible. Par contre, si c'est un travailleur agricole, par exemple, un entrepreneur, un superviseur de ferme, un surveillant d'exploitation agricole, alors ça, c'est un niveau de profession de niveau 3, si je ne me trompe pas, c'est qualifié. Donc, ça permet de demander le permis de travail ouvert pour l'époux, l'épouse. La première chose qu'on regarde, c'est quel est le code de profession qui est inscrit sur le permis de travail du requérant principal. Ça va déterminer quelles sont les possibilités pour le reste de la famille. Et si le travailleur est non qualifié, là, on va regarder effectivement le salaire et surtout le volet sous lequel le permis de travail a été obtenu. Et bon, si la personne, le travailleur réussit à mener la famille sous cette ressource, tu peux nous expliquer, s'il vous plaît, les différents statuts qui peut avoir la famille ou les membres de famille? Si c'est accepté, donc la partenaire ou le partenaire pourra obtenir un permis de travail ouvert. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de travailler pour n'importe quel employeur. Donc le requérant principal, lui, va conserver son permis fermé. Ça veut dire qu'il peut uniquement travailler pour l'employeur qui est inscrit sur son permis de travail et sous les conditions qui ont été acceptées au départ. Mais la partenaire ou le partenaire, elle n'aura pas cette limitation-là. Donc, pourra travailler pour n'importe quel employeur, peut-être à l'exception, évidemment, des métiers qui sont réglementés. Si il ou elle veut travailler au sein, par exemple, du milieu scolaire auprès des personnes âgées, il faut avoir fait un examen médical. Il y a des petites particularités comme ça, mais ça demeure un permis de travail ouvert. Et les enfants pourront fréquenter
l'école. Donc, s'ils sont de niveau primaire ou secondaire, il n'y a pas de limitation. L'enfant va simplement intégrer la classe à laquelle il va être évalué, pour laquelle il va être évalué. Et puis, si c'est niveau post-secondaire, là, c'est différent. Par contre, il faut vraiment obtenir une lettre d'admission pour un établissement d'enseignement post-secondaire. Dans ce cas, Jessica, est-ce que les enfants, ou bon, les parents ont droit à les allocations des enfants quand ils arrivent avec la famille? Bien, le mieux, c'est toujours de se référer directement à Revenu Canada ou à Revenu Québec pour savoir si on est admissible ou non. Aux dernières nouvelles, il fallait attendre d'être sur le territoire pendant 18 mois avant de pouvoir faire cette demande. Mais c'est une information qui peut changer, donc c'est important de se rapporter aux organisations directement concernées. Et Jessica, à partir du moment que la personne demande la réunification familiale, combien de temps peut passer jusqu'à la famille arrive au Québec, s'ils sont acceptés, oui, bien sûr. Oui, bien, les délais de traitement sont variables d'un pays à l'autre. Donc, en fait, les demandes sont déposées auprès du bureau des visas qui est le plus près, qui est responsable de sa région. Donc, par exemple, si le travailleur, la famille du travailleur habite à Guatemala, ça va être le bureau de Guatemala City qui va traiter les demandes. Eux, c'est assez rapide. Donc, 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines maximum. Pour d'autres pays, les pays africains, en général, c'est un petit peu plus long. Ça peut être 3 mois, 4 mois. Donc, c'est ça. Les délais de traitement sont vraiment variables d'un pays à l'autre. Une fois que la demande est acceptée, ça prend plus beaucoup de temps. Dans le fond, quand c'est accepté, on demande aux personnes qui ont besoin d'avoir un visa d'acheminer leur passeport au bureau de traitement. Et à l'intérieur de 2 à 3 semaines, les passeports sont retournés. Et dès que le candidat a son passeport avec sa vignette à l'intérieur et sa lettre d'introduction pour le Canada, il peut se présenter à la frontière. Ah, parfait. Est-ce que la personne est toujours, la personne qui demande est toujours au courant de ce temps de délai ou ce temps qui va passer la famille un processus de venir au Québec? Mais ça dépend En fait, on peut se faire représenter pour son dossier ou on peut le faire soi-même. Donc, il y a des gens qui vont le faire eux-mêmes. On peut peut-être plus y aller à tâtons. Il y a des risques d'erreur, évidemment, mais il y a des gens qui préfèrent fonctionner comme ça. S'ils ont un représentant, normalement, le représentant va leur donner cette information-là pour qu'ils puissent être au courant de la démarche, des étapes à anticiper, puis être, en fait, se sentir inclus, impliqué dans la démarche. D'accord. Bon, parlons-nous des demandes qui sont rejetées. Bon, on voudrait savoir quelles sont les raisons de la demande rejetée pour que la demande soit rejetée et aussi, bon, si c'est fréquent, est-ce que ça passe beaucoup? Ça peut arriver. Donc, évidemment, une des raisons de rejet, ce serait si la personne n'était pas éligible. Donc, si par exemple, on a l'épouse d'un ouvrier agricole qui présente une demande de permis de travail ouvert, ça va être rejeté parce que présentement, cette personne n'est pas éligible à demander un permis de travail ouvert. Si on pense plus à un cas où est-ce que l'éligibilité, a été confirmée, on pourrait avoir un rejet parce que, par exemple, le requérant principal n'aurait pas la capacité financière à supporter les membres de sa famille. Hein, si je prends, par exemple, une famille hispanophone avec, disons, le travailleur qualifié est au Québec, la maman des enfants est au pays, elle ne parle pas français et ils ont, par exemple, 2 ou 3 enfants à charge, ça fait une charge financière très importante à supporter pour le travailleur principal. Donc, on va lui demander de démontrer sa capacité à supporter l'avenue de sa famille par des relevés bancaires, par des fiches de paie. Donc, si on n'a rien de tout ça, ça peut être un enjeu. Donc, ça, c'est un des motifs qu'on voit régulièrement. Dans un deuxième temps, il y aurait les attaches au pays. Parce que, tu sais, faut se rappeler que quand on fait une demande de réunification familiale temporaire, c'est temporaire. Donc, en théorie. Donc, bien sûr, on aura la chance de renouveler les autorisations de séjour. On peut peut-être envisager la résidence permanente, mais il faut à tout le moins démontrer à l'agent d'immigration qu'on vient réellement avec une intention temporaire. Et comment démontrer ça? Par les attaches qu'on conserve avec notre pays d'origine. Donc, si par exemple, toute la famille arrive en même temps, qu'on n'a plus rien qui nous attache au pays d'origine, ça peut être un élément d'inquiétude pour l'agent d'immigration. C'est pour ça qu'à mes clients, je leur demande, avez-vous une maison? Avez-vous un terrain? Avez-vous un emploi stable? Donc, tout ça, on va venir le mettre en lumière dans un dossier pour venir sécuriser notre dossier. Jessica, on va parler des chiffres, des statistiques. Bon, est-ce que les demandes de réunification familiale ont augmenté ou ont diminué dans les derniers mois?
Bien, ça, c'est une question qui est difficile à répondre parce que les plans d'immigration du Québec concernent essentiellement les immigrants permanents. Et quand on parle de réunification familiale temporaire, c'est moins quelque chose qui est réglementé parce qu'on s'attend à ce que ces personnes-là retournent chez eux par la suite. On sait qu'actuellement, il y a environ 500 000 immigrants temporaires au Québec. Ça inclut un certain nombre de personnes qui sont rattachées au requérant principal. Il y en a d'autres qui vont faire leur demande en cours de route, mais c'est vraiment plus les plans d'immigration permanents qui sont publiés actuellement. Et si on parle des plans d'immigration de Québec, bon, qu'est-ce qu'il Oui, dit? bien, ça tombe bien, ça a été publié très récemment, là. Donc, le Québec a annoncé qu'on allait poursuivre, en fait, sensiblement au même rythme. Donc, pour 2024-2025, on s'attend à ce qu'il y ait 56 000 nouveaux immigrants permanents qui soient accueillis au Québec. Donc, de ce chiffre-là, si on le décline un petit peu plus précisément, environ 64 d'entre eux seront des immigrants qualifiés, donc des travailleurs qualifiés. 20 d'entre eux seront issus du regroupement familial. Donc là, c'est plus vraiment du parrainage. 14 ce sera des réfugiés. Donc là, je compte là-dedans les réfugiés sélectionnés par l'État à l'étranger, les réfugiés qui sont parrainés par le parrainage collectif et les demandeurs d'asile qui sont reconnus sur place, donc qui deviennent des personnes protégées. Et puis, il reste un petit 2 là, c'est les autres catégories. Alors, bon, selon votre expérience, pourquoi est-ce qu'une personne qui vient à travailler pour un temps déterminé veut amener la famille? Quelles sont les raisons? Ben, la séparation avec la famille est très difficile. Les gens viennent pour des contrats de 2 ou 3 ans, donc ça fait des très longues périodes sans voir leurs partenaires amoureux, leurs enfants. Donc, s'ils ont la chance de se réunir pendant qu'ils vivent une expérience de travail ici, je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir pour plusieurs. Et puis, ça permet aussi d'offrir une expérience culturelle, une expérience de vie aux membres de leur famille, au même titre qu'ils la vivent pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'un travailleur n'est pas l'opportunité de demander la résidence. Un travailleur est qualifié, un travailleur temporaire, est-ce qu'il peut après demander la résidence si la famille est déjà ici? Le fait que la famille soit ici ou non ne va pas avoir d'implication tellement importante au niveau des possibilités à demander la résidence permanente. Donc, encore une fois, pour la résidence permanente, il faut regarder quelle est la profession exercée par le requérant principal. Si c'est une profession de niveau qualifié, il y a un programme qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise qui permet de demander, dans un premier temps, le certificat de sélection du Québec, le CSQ, en voie vers la résidence permanente. Et ça, après 24 mois de travail à temps plein dans cette profession. Donc, à ce moment-là, on peut inclure l'ensemble des membres de la famille dans la demande, qu'ils soient au Québec ou qu'ils soient à l'extérieur du Québec ou du Canada. Si la personne occupe une profession de niveau non qualifié, il y a un autre programme qui existe pour elle. Ça s'appelle le programme régulier des travailleurs qualifiés. En novembre 2024, ça va être changé pour le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et ça, c'est un programme qui fonctionne par système de pointage. Donc, le fait d'avoir une expérience de séjour au Québec va jouer favorablement dans le calcul des points. Le fait d'avoir des jeunes enfants, ça va jouer favorablement dans le calcul des points. Les autres critères qui sont pris en compte sont la scolarité, l'âge, le domaine de formation, le nombre de mois d'expérience de travail. Donc, tout ça est pris en compte pour nous donner en fait un certain pointage et nous permettre d'être invités à présenter une demande de sélection permanente. Donc, c'est un petit peu plus incertain que le PEC, hein, parce qu'on est invité en fonction des rondes d'invitation, on peut être ou ne pas être invité, mais certainement, ah oui, la connaissance du français. C'est vraiment un des éléments qui accorde énormément de points. Et même à partir de novembre 2024, même pour le programme de sélection permanente, de sélection des travailleurs qualifiés, la connaissance du français de niveau intermédiaire avancé va être obligatoire pour le travailleur qualifié, pour le requérant principal, en fait. Jessica, et de quelle manière la connaissance de la langue française est importante pour tous les différents processus qu'il y a au Québec avec les immigrants? Bien, quand on pense, par exemple, à la résidence permanente, actuellement, on demande d'avoir un niveau 7. Certains vont dire niveau B2, là, c'est la même chose, pour accéder au programme de l'expérience québécoise. À partir de novembre 2024, comme je le disais tantôt, cette exigence-là va aussi s'appliquer aux requérants de l'autre programme, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. On va aussi demander un niveau 4, donc ça c'est un niveau
entre débutants et intermédiaires pour le ou la partenaire qui est en fait attaché au requérant principal. Les seuls programmes pour lesquels actuellement il y a un petit peu moins d'exigences pour le ou la partenaire sont les programmes pilotes d'immigration permanente, donc on en a 3. Il y a le programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires, pour les travailleurs de la transformation alimentaire et pour effets visuels et intelligence artificielle. Ces programmes pilotes-là sont en vigueur jusqu'au 1er janvier 2026. Après ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va en advenir, mais certainement que le gouvernement québécois resserre les exigences sur la connaissance du français. Et ils ont même annoncé que pour les immigrants temporaires, les travailleurs temporaires, lorsqu'ils renouvelleront leurs autorisations de séjour en tant que travailleurs après 3 ans d'expérience de travail au Québec, ils devront eux aussi démontrer une certaine connaissance de français, en fait de niveau 4, pour pouvoir renouveler leur permis de travail. Donc, le gouvernement souhaite s'assurer que l'ensemble, ou pratiquement l'ensemble, des immigrants au Québec puissent communiquer en français. Et pour le plan d'immigration qui a été annoncé tout récemment, on s'attend à ce que pour 2024 et 2025, la connaissance du français soit bien maîtrisée pour 67% des admissions projetées. Et ce chiffre-là augmente à 89% lorsqu'on pense aux travailleurs qualifiés qui présenteront leur dossier d'immigration économique. D'accord. Et si on parle des coûts, on voudrait savoir, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de combien peut coûter un processus pour la personne qui demande? Oui, bien, si on prend l'exemple d'un travailleur étranger temporaire qui voudrait que sa femme ou ses enfants et, disons, ses enfants viennent le rejoindre ici, les frais gouvernementaux sont les mêmes pour tout le monde. Donc, pour le permis de travail ouvert du ou de la partenaire, il faut prévoir 255 $. Pour un permis d'études, pour les enfants, il faut d'abord présenter une demande de CAQ pour études. Donc, c'est 124 $ pour le CAQ, 150 $ pour le permis d'études. La biométrie pour tous les membres de la famille âgés de 14 ans ou plus, c'est 85 $ par personne ou 170 $ pour une famille. Donc, ça, c'est pour les frais gouvernementaux. Ça peut monter finalement, là, si j'ai fait le calcul pour une famille avec une épouse et 2 enfants d'âge scolaire, moins de 14 ans, ça ferait 900 $ en frais gouvernementaux. Et puis, si la personne souhaite se faire représenter, les honoraires vont varier, évidemment, d'un professionnel à l'autre. Mais on pourrait s'attendre à une fenêtre entre 3 500 et 6 000 $, ce serait le total, incluant les frais gouvernementaux, pour représenter une famille complète dans un processus comme celui-là. Selon ton expérience, Jessica, quels sont les défis les plus importants de Québec à propos de l'immigration? Bien, certainement l'accueil, l'intégration des personnes. Hein, il y a beaucoup d'immigrants qui sont accueillis à chaque année, donc c'est un défi pour nos organisations, pour la structure actuelle de notre province, d'accueillir tout ce beau monde-là. Si on pense aux défis très concrets, bien, il y a quand même la pénurie de logements qui est un enjeu majeur. Donc, par exemple, il y a des entreprises qui font du recrutement international, des travailleurs pour qui les permis de travail sont délivrés, sont acceptés, mais on n'a pas nulle part où les accueillir. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Ça crée une espèce de goulot d'étranglement, puis c'est un défi supplémentaire pour les entreprises. De la même manière, la pénurie de places en garderie, c'est un enjeu pour les gens qui ont des jeunes enfants et qui viennent au Québec, par exemple, pour travailler. Donc, il y aurait ça dans un premier temps. Ensuite, l'apprentissage du français pour les travailleurs qui ne sont pas francophones, c'est un enjeu, surtout pour ceux qui souhaitent accéder à la résidence permanente. Et puis, je pense aussi qu'il y a un défi de sensibilisation auprès de la culture québécoise face à la venue de toutes ces personnes immigrantes, parce que c'est un phénomène qui est tout à fait récent. Hein, si on regarde ça sur quelques décennies, les générations un peu plus âgées, les baby boomers, comme on les appelle, ont assisté à une transformation du paysage social extrêmement rapide, surtout en région. Dans les années 80, il y avait à peu près pas de personnes immigrantes ici. Dans les années 90, à peu près pas non plus. Donc, c'est récent. Et puis, on aura bientôt 30% des personnes qui seront issues de l'immigration au Québec. Donc, certainement que ça change le paysage. Ça demande une forte adaptation, autant pour les personnes qui viennent ici que pour les Québécois. Et je pense qu'on a tout intérêt à vraiment faire de la sensibilisation pour que finalement, tous et chacun fassent un pas vers l'autre, pour que cette rencontre-là devienne fructueuse puis bénéfique pour l'ensemble de la population. Parfait. Jessica, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous pour toute l'information que vous avez donnée ici. C'est très important. Alors, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil.
Bien qu'il s'agisse d'une stratégie visant à inciter les personnes à poursuivre les projets familiaux au Québec, les retards dans le traitement des demandes de regroupement familial sont actuellement dénoncés par divers médias. En juillet dernier, les arriérés en matière de réunification familiale au Québec s'élevaient à 36 800 personnes, selon le ministère québécois de l'Immigration, la Francisation et de l'Intégration. Le délai estimé de traitement par le gouvernement fédéral avait grimpé à 24 mois. Notre émission d'aujourd'hui, c'était la dernière émission d'Hétérogène de l'année 2023. Donc, nous avons rendez-vous jusqu'en 2024 dans cet espace d'information, mais aussi des histoires. Joyeuses fêtes!